Bonjour. D'où vient cet amour immodéré pour la ville de Perpignan? Je ne sais pas si on peut parler d'amour immodéré, mais j'aimais beaucoup mes deux grands-mères. Et il y en avait une que j'affectionnais particulièrement parce que une partie de mon enfance, quand j'étais en France, parce que je ne suis pas né en France et je n'ai pas toujours vécu en France jusque dans les années 60, et je suis né en 39, le fait que j'avais une grand-mère que je considérais comme ma privilégiée, celle que j'aimais le plus, et qui par ailleurs me le rendait bien pour une raison très simple, c'est qu'elle avait eu son mari qui était mort au chemin des Dames en 1914 avec le 24e colonial, qui faisait une partie du 53e qui était de Perpignan, était mort une balle dans la tête, premier sorti de la tranchée pour m'y tuer. Et cette femme me considérait comme, vous savez ce que les hindous après un retour de l'âme en direction des corps. Elle pensait que l'âme de son mari était entrée en moi. Et c'est la raison pour laquelle je m'appelle Jean, mais Louis. Louis, c'était le nom de mon grand-père mort en 14. Et ma grand-mère, que j'aimais énormément parce qu'elle était avec moi d'un calme et d'une bonté qui était extraordinaire. Ma grand-mère, je lui demandais « Que faisais-tu quand tu étais petite? Et que faisais-tu quand tu avais 20 ans ?» Et elle me répondait en remuant la tête pour me dire non. Et alors un jour, j'en ai eu assez et je lui ai dit voilà, quand je serai grand, j'étais à l'époque, je devais avoir 7 ans à peu près. Je lui ai dit quand je serai grand, je referai ton passé dans son intégralité parce que je t'aime. Et elle m'a dit, en souriant, elle m'a dit, eh bien on verra. Elle n'a pas vu. Mais moi j'ai vu son passé, j'ai voulu le reconstituer. Elle était née en 1883, 84, je ne me souviens plus exactement l'année, si c'est 83 ou 84. Et elle a vécu jusqu'en 1966-67. Par conséquent, je me suis dit, tu vas prendre sa jeunesse et reconstituer cette jeunesse. Et comme j'ai fait des études de droit, bien sûr, au niveau doctorat, j'avais fait en même temps, en parallèle, des études de lettres, au niveau, bien sûr, de la thèse de 3e cycle. Et comme j'avais fait une 2e année de Sciences Po, mais j'étais parti de Paris parce que j'avais pas assez d'argent pour y vivre, et que je m'étais marié en plus, ce qui était excellent, hein. J'ai une femme merveilleuse. Ben, je me suis dit, tu vas reprendre tes exercices de sociologie, et j'ai plongé sur Perpignan comme le vautour sur le ventre de la vache morte. Et j'ai commencé à puiser là-dedans, et en puisant, j'ai découvert la ville telle qu'elle était entre 1885, date à peu près de la naissance de ma grand-mère, et 1914, date à laquelle la ville a connu un premier effondrement avec 6000 et quelques morts adultes et masculins à la guerre. Donc vous avez écrit en fait... Alors à ce moment-là, je me suis lancé je voulais faire une trilogie. Alors j'ai fait un premier livre qui était Perpignan, la vie, les cafés, la manière dont on se comportait, les périodes fastes, les périodes néfastes, les bals. Et puis ensuite j'ai fait un deuxième livre qui complétait l'ensemble du point de vue sociologique avec tout ce qu'il y avait sur la santé, etc. etc. Et j'envisageais un troisième livre qui était Les jeux et les enfants. Et ce troisième livre, Les jeux et les enfants, j'ai toujours des problèmes avec mes éditeurs. Mes éditeurs ne veulent pas faire ce que je leur dis qu'il faut qu'ils fassent, et moi je ne veux pas faire ce que les éditeurs m'enlèvent. Parce qu'ils m'enlèvent des trucs qui sont intéressants. J'ai fait un grand travail d'enquête sur ce qu'on appelait les pédrigades, qui partaient de pratiquement le XVIIe siècle jusqu'à nos jours,
eh bien, ils n'ont pas été foutus de comprendre ce à quoi je m'étais acharné, ce que je comprenais, ce que je voyais à travers les pédrégades. Remarquez, il y a des parallèles à faire certainement avec ce qui se passe actuellement dans certaines banlieues. Hein. Parce que je vous garantis qu'à Perpignan, les pédrégades, c'était chaud. Hein. À la sortie des écoles, les gosses se balançaient des cailloux parce qu'ils n'étaient pas de la même école. De même qu'ils se battaient de quartier à quartier parce qu'ils n'étaient pas du même quartier. De même qu'on se battait de village à village en faisant des alliances de villages. Il y a une bataille entre Prat de Caudalet d'un côté et Ria de l'autre à travers la rivière avec 2 types qui ont failli se noyer, 5 blessés et une quantité extraordinaire, on ne pouvait pas savoir, de cailloux balancés d'un côté et de l'autre alors qu'ils construisaient le pont du chemin de fer. Et les adultes ne s'en mêlaient pas. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Parce que les adultes, eux, jouaient à un jeu encore plus con, c'est-moi l'expression, je suis désolé pour la télé, mais encore plus con, qui était le duel. Et j'ai fait une étude des duels à Perpignan entre le début de la Troisième République et la guerre de 14. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ils se battaient sur la plage de Canet, ils se battaient sur les remparts, les types à coups d'épée et tout ça. Et il y a un meurtre qui s'est produit et qui était un petit peu bizarre, mais ça ne m'étonne pas tellement parce que Perpignanais a été pendant très longtemps et continue d'en l'être vraisemblablement antisémite. J'ai dénombré entre 1885 et la guerre de 14, et la destruction des remparts. J'ai dénombré, il y avait pratiquement à Perpignan une trentaine de fontaines. Alors il y avait ce qu'on appelait les fontaines de remparts, c'est-à-dire des résurgences qui venaient vraisemblablement, d'après moi, de l'extraordinaire puits qui se trouve au Palais des Rois de Majorque. Vous savez que c'est un puits d'une construction absolument extraordinaire. Il y a un jeu de briques qui fait que la moindre goutte d'eau de pluie est récupérée et amenée jusqu'aux nappes phréatiques avec un glissement le long qui ne la fait pas perdre en qualité. Et puis d'un autre côté, il y a les intrusions sur les côtés qui sont légèrement en pente parce qu'il y avait des tunnels qui étaient destinés à une artillerie lourde de longue portée. Et cette artillerie lourde de longue portée, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien tout simplement, le recul la faisait rentrer dans le tunnel. Et comme les tunnels étaient obligatoirement ouverts, la pluie rentrait, ruisselait et venait gonfler une nappe phréatique qui, sous le colonne qui consistait en le putsch, qui formait le putsch, il y avait des sources pratiquement tout autour de l'ensemble, il y avait des sources. Alors, il reste des lieux-dits, la fontaine des Amours, la Fundelgat, dont le nom est resté, et dont je suis certain que le marbre qui ornait la Fundelgat se trouve actuellement sous une des statues qui est dans le parc et sert de siège à cette statue, mais personne ne veut me croire. Bon, tant pis pour eux, mais moi je l'ai vu de mes yeux vus. Et tout un ensemble de fontaines dont les dernières manifestations d'utilité, disons, se situent en particulier dans les années 1895, quand il y a eu les grandes expositions à Perpignan, où on exposait tout ce qu'il y avait en Roussillon, depuis le miel, depuis tout ce qui était la soie, c'est-à-dire Perpignan était une ville très célèbre en Europe, pour une raison bien simple, c'est que la semence de verre à soie de Perpignan était recommandée. Les Lyonnais venaient en chercher à Perpignan. Et je soupçonne d'ailleurs un certain nombre de gitans qui se sont par la suite installés à Perpignan d'avoir été des transmetteurs. Parce que les gens de Lyon, quand la France s'est mêlée de vouloir redevenir en Europe une grande puissance, nous avons envoyé en Espagne des gens armés et des armées nombreuses qui avait pour rôle essentiel d'arriver jusqu'à Cadix, mais de détruire toute l'industrie espagnole de la soierie. Et en particulier, la soierie qui était très forte à Murcie. Et comme par hasard, beaucoup des gitans qui passaient à Perpignan étaient des Murciens. Et où allaient-ils? Ils allaient à Lyon, parce qu'ils élevaient à Lyon, pour les grands propriétaires lyonnais, des verres à soie. C'est très curieux, c'est une histoire qui est très très curieuse, et c'est une histoire peu connue. Peu connue.
Moi, j'ai eu ça, j'ai eu ce contact par... J'avais une amie dont la mère était d'origine gitane et qui avait vécu ce genre de choses. Et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Je suis né sous un pont » et qui est un livre qui raconte cette histoire, en partie parce que c'est elle qui m'a mis le doigt sur la chose. Et après, j'ai eu des confirmations par les côtés lyonnais, parce que j'ai vécu à Lyon, j'ai enseigné à Lyon, alors j'ai vécu ça. Pour revenir aux fontaines, actuellement, il reste 2 fontaines, et alors je suis désolé de le dire, je ne me souviens plus du nom de la place. Je crois que c'est une... La fontaine, je sais de qui elle est de Banalt. Mais la place, je ne me souviens plus parce que le nom a changé 2 fois, qui se trouve de l'autre côté de la tête, c'est-à-dire du côté gauche de la tête, en regardant la mer bien sûr, du côté gauche de la tête. Et il reste la fontaine prototype du côté droit qui se trouve au platane, qui est un prototype. C'est une fontaine prototype que des entrepreneurs espagnols ont posé ici à Perpignan pour voir si ça fonctionnait. Enfin, du point de vue informatique et tout ça, c'est très intéressant. Et les autres fontaines, il vous reste les emplacements. Salah, à une époque, avait avait mis des plaques un peu partout où il y avait eu des fontaines. Moi, j'en avais compté à l'époque 12. Enfin, dans mes recherches, j'en avais trouvé 12, qui étaient toutes, enfin, au moins une dizaine étaient des fontaines venant justement de ces réserves d'eau qui se trouvaient tout autour de Perpignan, encerclées par les remparts. La Fundelgat, par exemple, c'est tout à fait typique. Elle se trouvait au fond du fossé. Elle se trouvait au fond du fossé, du rempart, qui actuellement est situé là où il y a l'hôtel, je ne me souviens plus du nom de cet hôtel, ils viennent de faire faillite, je crois, et ils sont remplacés actuellement, je ne me souviens plus exactement du nom de cet hôtel, mais qui s'appelait à l'époque la Fundelgat. C'était un café, il s'appelait la Fundelgat. Et la Fundelgat avait son correspondant il y avait la petite fontaine qui est restée, et il avait son correspondant dans le jardin, où il y avait une grotte, qui était le miracle enfantin, où quand j'étais enfant, nos grands-mères, nos grandes-tantes nous traînaient à cette grotte en disant « les enfants doivent s'amuser ». À l'époque, j'ai fait partie d'un groupe surréaliste, et j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit des poésies et des textes surréalistes. En particulier, j'avais écrit un texte qui est paru, qui s'appelait Hypnose, puis d'autres textes poétiques j'ai écrit des textes poétiques qui ont été édités par les Traboucaires. J'ai écrit des textes poétiques qui ont été écrits par des petits éditeurs indépendants. Puis je me suis intéressé beaucoup à la peinture, en particulier à la peinture surréaliste. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait le groupe Phase, qui était dirigé par Édouard Jaguer. Édouard Jaguer, c'est un type qui est connu parce qu'il a fait en grande partie l'exposition Paris-Moscou. Il travaillait beaucoup avec le Centre national d'art moderne. Et Jaguer avait une revue qui s'appelait Phase, et Jaguer me prenait régulièrement des textes parce qu'il trouvait que les dessins que je faisais, qui étaient des dessins de pure impulsion, quand je n'arrivais pas à écrire, ce qui m'arrive souvent, mais que je n'arrivais pas à dormir non plus, je passais mes nuits à faire des dessins. Et des dessins qui étaient des dessins à plat, qui étaient de l'écriture. Je faisais des dessins avec des E et des O. Et j'ai continué toute ma vie à faire des dessins avec des E et des O, en y mettant des fois des couleurs, mais des couleurs de crayon, ou des crayons des crayons des mines noires, ou bien des mines de couleurs. Et je faisais que ça parce que, ayant été considéré comme fou à partir du moment où je suis né, mais mon père pensait que j'étais irrécupérable. Il me trouvait lent, pas très vif, physiquement empâté,
dans l'incapacité de me déplacer, enfin bon bref, on me trouvait plein de défauts, et en particulier d'avoir peur de l'eau, d'avoir peur du vent, d'avoir peur de nager, d'avoir peur de dormir, d'avoir peur de me réveiller. Il paraît que j'avais peur de tout. C'est excellent d'ailleurs d'avoir peur de tout, parce que comme ça on est tranquille, il ne reste plus rien à voir. On vit avec ça. Perpignan, pour moi, c'est des souvenirs. Alors, il y a des souvenirs que je déteste, donc je déteste Perpignan. J'ai des souvenirs d'enfance épouvantables ici. On m'avait foutu en pensionnaire à Saint-Louis-de-Gonzague. Mais vous vous représentez un type comme moi, pensionnaire à Saint-Louis-de-Gonzague. C'est une horreur. C'est une horreur. Et l'année où j'ai été pensionnaire, j'ai vécu à côté d'un type qui avait un cancer du cerveau. Il avait une tumeur au cerveau qui a crevé à Noël. Et je lui ai tenu la main pendant un trimestre. Il était pension comme moi. Et je me demandais comment des parents pouvaient être assez cruels pour laisser un gosse en train de crever. Je disais un gosse, j'étais un gosse moi-même. Hein. J'avais 12 ans ou 13 ans. Je ne me souviens plus de l'âge exact si c'était 12 ans ou 13 ans. J'ai tenu la main de ce gosse. Et d'un autre côté, j'avais un couillon qui pissait au lit. Et ce couillon qui pissait au lit, je lui tenais la main aussi. Et moi, je dormais pas. Je dormais pas, j'avais l'habitude de ne pas dormir. À très bientôt, et bien voilà. Je l'avais bien dit, vous me chasseriez.